Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. À l'occasion du sommet extraordinaire des pays membres de la CEMAC à Yaoundé, un bilan est établi pour constater les efforts fournis par les pays de la sous-région, notamment en Guinée équatoriale. Au Cameroun, le premier site de vente du pays, Jumia, a décidé de fermer ses portes. Résultat du contexte social et économique difficile, laissant 180 personnes en chômage technique. Et enfin, en Tunisie, une application pour aider les étudiants sourds-muets à apprendre l'anglais. C'est l'idée ingénieuse de Manal Bargaoui, professeur d'anglais qui veut aider ses élèves à surpasser leur handicap. Mais tout d'abord, dans l'actualité, un climat de répression durant cette campagne pour la présidentielle du 12 décembre en Algérie. Amnesty International a déclaré ce jeudi 21 novembre des atteintes aux libertés durant cette campagne électorale qui s'est ouverte ce dimanche 17 novembre. Les déplacements et les réunions des 5 candidats sont régulièrement perturbés par des opposants à la tenue du scrutin. Plusieurs de ces manifestants ont été arrêtés lors de ces meetings. Cette élection présidentielle doit élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, président durant 20 ans et contraint à la démission en avril 2019 par un mouvement inédit de contestation, le Hirak. Tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État membres de la CEMAC, c'est sous l'invitation du président camerounais Paul Biya que ces hauts dirigeants de la sous-région d'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé ces 21 et 22 novembre. C'est l'occasion pour Africa 24 d'examiner ces efforts consentis par ces pays pour construire une véritable intégration. Zoom sur la Guinée équatoriale dans ce reportage de Corinne Kamsefehem avec le commentaire de Marcel Farba Maroun. Une libre circulation des biens et des personnes maîtrisée. Voilà ce que préconise la Guinée équatoriale pour une intégration réussie en Afrique centrale. Après la suppression des visas pour les ressortissants des pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en 2017, la Guinée équatoriale a finalement adopté, le 12 septembre 2019, le passeport biométrique CEMAC, emboîtant ainsi le pas au Gabon, avec qui elle bloquait la mise en vigueur de la décision depuis 2013. On voit comment la Guinée équatoriale essaie, tant bien que mal, de faire des efforts en vue de fluidifier la libre circulation des personnes et des biens à travers l'ouverture de ces frontières. Vous savez qu'il y a une deuxième frontière qui sera ouverte entre le Cameroun et la Guinée équatoriale à travers un corridor qui va lier les deux pays à partir de Kribi et de Campo pour Bata. Pour des raisons liées à la sécurité, la Guinée équatoriale a longtemps retardé l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Aussi, après son adhésion, ce pays, au fort potentiel pétrolier, a insisté sur la nécessité de faire respecter la réglementation du travail, d'œuvrer à la mise en place d'instruments biométriques et de travailler à la coordination des services de police et de sécurité des États de la sous-région. On a des institutions spécialisées qui permettent aux États de mettre sur pied les programmes d'intégration et d'interdépendance. Vous avez donc le renforcement de l'intégration physique et matérielle, le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens avec un passeport communautaire, avec la construction des routes, avec la fluidification et la facilitation des échanges. On a ici la construction des postes routiers communs ou alors uniques entre les différents États qui se trouvent d'un point à l'autre du corridor. Consciente du potentiel d'un marché de plus de 30 millions de consommateurs, la Guinée équatoriale s'investit de plus en plus dans des projets sous-régionaux. Elle a récemment finalisé un accord avec le Gabon pour un projet d'interconnexion de leur réseau électrique. Elle pourra, grâce à son excédent de production énergétique, alimenter le nord du Gabon. Toujours dans l'actualité, les Sidama attendent les résultats du référendum d'autodétermination qui s'est déroulé dans le calme ce mercredi 20 novembre. Cette ethnie du sud de l'Éthiopie est allée aux urnes pour déboucher sur l'éventuelle création de leur propre région autonome, la 10e de l'État fédéral éthiopien. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, est actuellement divisée en 9 régions semi-autonomes dessiné sur les bases d'un fédéralisme ethnique. Sa constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'année qui suit sa demande. Une situation qui peut accentuer ces tendances et le risque de fragmentation du pays.
Une triste nouvelle pour le marché de l'emploi au Cameroun. Après plus de 5 ans d'activité, le premier site de vente en ligne au Cameroun, Jumia, met la clé sous la porte. Selon les déclarations officielles de l'entreprise, le contexte social et économique difficile a mené à cet arrêt des activités. Une décision prise ce lundi 18 novembre et qui met en situation de chômage technique plus de 180 employés. Depuis sa création, Jumia avait réussi à se positionner comme leader du commerce électronique au Cameroun. Un sujet de Corinne Kamsefem. C'est terminé les saisons de Black Friday auxquelles étaient habitués les internautes de Jumia sur la toile. Le premier site de vente en ligne au Cameroun a annoncé la cessation de ses activités ce 18 novembre 2019. La responsable de ce site évoque un contexte social et économique difficile, ce qui a impacté négativement sur le rendement de l'entreprise. Un examen approfondi nous a amené à la conclusion que notre portail transactionnel tel qu'il est exploité aujourd'hui ne convient pas au contexte actuel du Cameroun. C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile de suspendre nos activités d'e-commerce au Cameroun à compter du 18 novembre 2019. En 5 ans et 4 mois d'activité, le site de vente en ligne Jumia s'est positionné comme leader dans le commerce électronique en facilitant la vente et l'achat pour des millions d'internautes au Cameroun. Avec cette fermeture, ce sont près de 180 employés qui sont mis au chômage. Le site de vente en ligne Jumia annonce par cette fermeture une transition qui fera de Jumia Deals une plateforme jadis dédiée aux petites annonces. Jumia, c'est une start-up et en principe, avec tous les coûts qui entourent son service, naturellement, le gouvernement camerounais et les pouvoirs publics auraient pu leur donner certaines incitations pour qu'ils restent plus longtemps. Les Camerounais avaient déjà pris une certaine habitude de commander en ligne. Et ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, a priori, on souhaite que ça recommence. Le portail principal Jumia. L'un des plus gros marchés de Jumia au Cameroun se situait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, actuellement victime d'une crise séparatiste. La e-boutique Jumia au Cameroun, c'était 2 directions, à Yaoundé et Douala, et plusieurs partenaires externes pour les autres villes du pays. Les autorités angolaises sont en pleine négociation avec plusieurs investisseurs internationaux. Le but, obtenir 3 milliards de dollars d'euros obligations pour répondre à la diversification économique dans le pays. Le chef de l'État, João Lourenço, a de ce fait autorisé l'émission sur les marchés internationaux de titres de dette souveraine dans le cadre du programme économique global à moyen terme à l'Angola. Les précisions de Philomène Tine. L'Angola envisage revenir sur le marché international de la dette en mobilisant environ 3 milliards de dollars selon la Banque angolaise de développement. Dans le cadre de la mobilisation de financement, le gouvernement angolais a adopté un processus de diversification économique. Celui-ci passe par la contraction des dettes ou la privatisation de la plupart des entreprises d'État. L'Angola n'a pas de choix pour stabiliser sa monnaie qui s'est dépréciée fortement. Mais maintenant, si cela apporte de la stabilité à court terme, à moyen terme, cela peut causer des problèmes parce qu'effectivement, le tissu productif angolais n'est pas suffisamment diversifié. L'État d'Angola a lancé un plan de développement 2018-2022 qui prévoit une croissance économique de 3%, une performance qui sera associée à une accélération de la croissance du secteur non pétrolier comme l'agriculture, la pêche, l'industrie de transformation, y compris le tourisme. Déjà, 3% de croissance, ce n'est pas suffisant pour un pays comme l'Angola. Il y a de gros problèmes en termes d'infrastructures de base. Deuxième chose, il ne faudrait pas juste qu'on ait des points de croissance, mais il faut en plus qu'il y ait une croissance qui est inclusive, une croissance qui profite à la majorité de la population. Le Fonds monétaire international estime que la dette publique angolaise s'est levée autour de 90% du produit intérieur brut en 2018. Ceci a été influencé par la baisse des recettes pétrolières en devises qui a entraîné une dépréciation du kwanza et une hausse de l'inflation. Des difficultés dans le programme de gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Des enseignants réclament des salaires adéquats et ont décidé d'arrêter les cours dans certains établissements. Les élèves sont sortis manifester ce lundi 18 novembre à Kinshasa
pour la reprise des cours. Les autorités congolaises ont annoncé des mesures sévères à l'encontre des enseignants qui entravent l'application de la gratuité de l'enseignement de base, un projet qui s'élève à 2,6 milliards de dollars. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire de Marie-Colette Babasagana. En République démocratique du Congo, les élèves ont manifesté ce lundi 18 novembre 2019 contre l'arrêt des cours observés dans les établissements. Les enseignants dans certaines écoles justifient leur mouvement par la contestation d'un salaire inférieur à celui qu'ils recevaient avec la prise en charge des parents. Ils doivent reprendre le travail, soutiennent les autorités. Rêver est un droit. Leur revendication est quelque part légitime. Mais qu'ils viennent, qu'on puisse discuter pour qu'on puisse trouver des solutions. Et nous insistons qu'ils puissent reprendre les cours et que nous, étant que responsables, avec eux, continuons les discussions pour trouver des voies et moyens. Mais si ils n'entendent pas comme ça et qu'ils continuent à bloquer cette gratuité pour des raisons qu'on ne comprend jusque pas, ils allons affecter d'autres enseignants dans ces établissements-là. La plupart des écoles concernées par ces mouvements sont conventionnées catholiques. Lors de la première célébration eucharistique, le dimanche 17 novembre, au stade des Martyrs à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, soutenant la gratuité, a souligné la nécessité d'un traitement équitable pour l'enseignant. Assurer un salaire juste à tous les enseignants, le versement conséquent des frais de fonctionnement aux chefs d'établissement et aux gestionnaires. La gratuité de l'enseignement coûte à l'État une enveloppe de plus de 250 millions de dollars par mois. Pour cette première année, environ 2,6 milliards doivent être orientés à sa réalisation. C'est le secteur le plus important en termes du budget pour l'exercice 2020, alors que le budget de l'État en discussion au Parlement est de 10 milliards de dollars. En Tunisie, Manal Bargaoui, une enseignante d'anglais, a développé une application mobile pour venir en aide aux étudiants sourds-muets. L'objectif de cette plateforme, permettre à ces étudiants d'apprendre l'anglais comme tous les autres en surpassant leur handicap. Un sujet de la rédaction. Des vidéos interactives pour apprendre l'anglais. Au premier abord, on penserait à une application sur smartphone comme toutes les autres, mais celle-ci apporte une toute nouvelle manière d'apprendre. Elle est dédiée aux étudiants sourds-muets pour qu'ils puissent parler anglais en utilisant le langage des signes. Développée par une enseignante tunisienne âgée de 28 ans, Manal Bargaoui nous parle de cette plateforme. Quand je suis arrivée ici à l'ONG, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes liés à l'éducation ou à la société. En tant que professeur d'anglais, j'ai pensé que je devrais leur apprendre l'anglais après avoir appris moi-même la langue des signes pour que ce soit la première fois qu'une personne enseigne l'anglais en utilisant la langue des signes tunisienne. J'ai réalisé que l'enseignement de l'anglais pour les sourds-muets nécessitait toute une pédagogie. C'est pourquoi j'ai participé à un programme et voyagé aux États-Unis et j'ai vu comment ils enseignent aux sourds-muets. Baptisée Learning English Through Signs, l'application conçue pour aider les sourds-muets est totalement gratuite. La plateforme propose l'apprentissage ludique à travers la vidéo interactive, des chansons traduites de l'anglais en langue des signes tunisienne et à la fin, un quiz avec des questions et des énigmes pour tester l'apprentissage. Le but de l'apprentissage de l'anglais, qui est une langue internationale, est de communiquer avec des étrangers. L'application a facilité l'apprentissage grâce aux images. Il est également facile à utiliser car il contient des vidéos expliquées à l'aide de la langue des signes et il est accessible à tout le monde, en particulier aux enfants tunisiens. Manal Bargaoui a écrit le livre Let's Handpick English pour les sourds-muets. C'est avec l'aide d'un développeur professionnel que cette application autofinancée a pu voir le jour. L'enseignante espère inclure différents niveaux de maîtrise de l'anglais, mais également de promouvoir cette application à l'international. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.